Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat, dans le 5e et dernier épisode de l'affaire du petit Grégory. Pour écouter ou réécouter les épisodes précédents, rendez-vous sur le site internet de Liberté FM ou sur la chaîne YouTube de Dossier délicat au pluriel. C'est effectivement le 24 que l'on apprend que la justice refuse d'autoriser Muriel Boll à revenir dans les Vosges comme elle le demandait, le parquet général s'étant opposé à tout assouplissement de son contrôle judiciaire. Les avocats de Boll minimisent la décision en déclarant qu'elle provient du fait que leur cliente n'a toujours pas été réentendue par la juge d'instruction de Dijon depuis l'été précédent. Selon eux, c'est ce qui avait auparavant empêché les deux époux Jacob de bénéficier d'un allègement de leur contrôle judiciaire. Le 7 mars 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon juge que la garde à vue en 1984 de l'adolescente Boll n'était pas contraire à la Constitution, répondant ainsi à la question prioritaire de constitutionnalité posée par ses avocats. Ceux-ci annoncent qu'ils vont se pourvoir en cassation, mais ils doivent attendre pour cela le 13 avril 2018, jour où les juges de Dijon se pencheront sur la requête en nullité pour sa mise en examen de juin 2017. Les avocats de Boll demandent pour la deuxième fois le 13 avril 2018 qu'elle soit autorisée à rentrer chez elle dans les Vosges et le 25 avril 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon lui permet de rentrer chez elle, faisant droit partiellement à la demande de main levée de son contrôle judiciaire. Le 16 mai 2018, maître Christophe Ballorin, son avocat dijonnais, annonce que sa mise en examen est annulée par un arrêt de la chambre de l'instruction de Dijon. Enfin, cet arrêt de 23 pages n'annulant pas le non-lieu de Christine Villemain, son avocate, maître Marie-Christine Chastan-Morand, demande, avec les deux autres avocats des parents de Grégory, maître Thierry Moser et maître François Saint-Pierre, que la procédure reprenne maintenant son cours sur de bonnes bases. Les demandes de nullité passées, les conseillers de Muriel Boll ne se satisfont pas de la victoire décisive mais partielle qu'ils viennent d'obtenir et se sont pourvus en cassation car l'arrêt de la chambre de l'instruction de Dijon n'a pas annulé le procès-verbal de garde à vue de leur cliente en novembre 1984. Ce pourvoi en cassation pourrait déclencher un nouvel imbroglio juridique selon qu'il suspend ou non l'arrêt de la chambre de l'instruction de Dijon. L'assemblée plénière de la Cour de cassation dit que tous les procès-verbaux de garde à vue antérieurs à la loi du 14 avril 2011 sont susceptibles d'être contestés dans la mesure où la personne gardée à vue n'a pas bénéficié des garanties procédurales voulues par la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir le droit de se taire et le droit de se faire assister d'un avocat. Le procureur général de Dijon, Jean-Jacques Bosc, après examen et analyse juridique détaillée de la motivation retenue par la chambre de l'instruction, préfère attendre le moment opportun pour présenter de nouvelles demandes de mise en examen. Selon maître Jean-Paul Tessonnière, la mise en examen et le placement en détention provisoire de Muriel Boll au mois de juin constituent un coup de force judiciaire et dénonce 33 ans d'échecs, d'errements, de décisions catastrophiques. Pour l'Obs, cette décision marque en tout cas un nouveau fiasco dans une affaire qui en compte déjà beaucoup. Libération souligne que ce nouvel épisode, 30 ans plus tard, retrouve les mêmes dérapages, les mêmes scénarios, alors que de semaine en semaine, les charges s'amenuisent et que les preuves se mettent à manquer, au point que les 3 personnes concernées sont d'abord remises en liberté avant que les magistrats de la chambre de l'instruction de Dijon annulent leur mise en examen sans prendre en compte ce qu'endurent les uns et les autres. Dominique Rizet, consultant police-justice pour BFM TV, explique que Claire Barbier, la présidente de la chambre de l'instruction de Dijon, a non seulement mis en examen Muriel Boll et le couple Jacob sans respecter la collégialité de la décision, mais aussi présidé l'audience de la chambre chargée de contrôler la mise en examen qu'elle avait elle-même prononcée, c'est-à-dire qu'elle s'est auto-contrôlée. Le 9 septembre 2018, invitée dans l'émission Affaires suivantes, Marie-Ange Laroche, accompagnée de son avocat Gérard Welzer, explique que, selon eux, la justice ne cherche pas un coupable, mais que Bernard Laroche entre dans la case coupable, alors qu'il a été innocenté.
Selon eux, dès le début, les gendarmes ont livré à l'opinion publique ce coupable demandant aux médias de filmer et de photographier son arrestation sur son lieu de travail, sortant de l'usine avec les menottes aux poignets et encadré par les gendarmes. L'avocat annonce qu'il va déposer une demande pour que ne soient plus diffusées les images qui feraient de lui le coupable. Il rappelle aussi que Jean-Marie Villemain a assassiné son cousin Germain le 29 mars 1985, soit 4 jours après que le juge a annoncé que les experts en écriture étaient formels. Selon eux, Bernard Laroche n'est pas l'auteur de la lettre de revendication du 16 octobre 84. Par la suite, 7 experts en écriture auprès de la Cour de cassation l'ont mis hors de cause avec certitude à ce sujet. Quant aux experts qui ont étudié les cassettes du Corbeau, ils s'accordent tous à dire qu'il ne s'agit pas de sa voix, la majorité d'entre eux estimant avoir affaire à une voix de femme. Le 8 novembre 2018, après 25 ans sans prise de parole dans les médias, Muriel Boll publie un livre intitulé « Briser le silence » dans lequel elle rend public, selon elle, sa vérité sur l'affaire. Avant la mise en vente de l'ouvrage, elle accorde à la chaîne d'information LCI et au quotidien Le Parisien de longs entretiens dans lesquels elle revient sur sa vie marquée à jamais par l'affaire et sur son témoignage accusant Bernard Laroche, extorqué selon elle par les gendarmes. Le 16 novembre 2018, le Conseil constitutionnel, saisi par cette femme âgée à présent de 49 ans, estime que l'adolescente qu'elle était en 84 avait été interrogée par les gendarmes dans des conditions non conformes à la Constitution. Cette décision du Conseil constitutionnel se borne à apprécier la conformité à la Constitution de la législation applicable en 84 en matière de garde à vue des mineurs sans se prononcer sur les conditions concrètes dans lesquelles a eu lieu la garde à vue de Muriel Boll. La Cour de cassation, suivant la ligne du Conseil constitutionnel, a jugé que la garde à vue de Boll a été effectuée en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Chargée de tirer les conséquences de sa décision sur le plan judiciaire, la Cour d'appel de Paris doit dès lors expurger du dossier toute mention relative à la garde à vue de Muriel Boll et des actes subséquents car non conformes à la Constitution. Concernant l'annulation des 25 charges à l'encontre de Christine Villemain par le juge Simon, accusée de partialité en raison du contenu de ses carnets intimes, la Cour de cassation a estimé que ce que le juge avait en tête relevait de sa liberté de penser et que cela ne saurait faire naître un doute objectivement justifié sur son impartialité. Le 16 janvier 2020, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris rend son verdict. Elle annule la garde à vue de 1984 de Muriel Boll. En revanche, elle décide de garder dans le dossier les déclarations de l'adolescente de 15 ans aux gendarmes avant le début officiel de la garde à vue ainsi que son interrogatoire devant le juge Jean-Michel Lambert quelques jours plus tard, c'est-à-dire les accusations portées à l'encontre de son beau-frère Bernard Laroche concernant l'enlèvement du petit Grégory Villemain le 16 octobre 1984. Selon maître Thierry Moser, avocat de Christine et Jean-Marie Villemain, cette décision ne modifie donc pas les éléments du dossier relatif à la piste Laroche. Le 3 février 1993, Christine Villemain a bénéficié d'un non-lieu de la Cour d'appel de Dijon qui dit et juge qu'en l'état, il n'y a pas de charge contre elle d'avoir assassiné son fils. Cette formulation a retenu l'attention de tous les lecteurs de la décision en raison de son caractère inédit. En effet, une décision de non-lieu intervient habituellement en l'absence de charges suffisantes. Dans le cas de Christine Villemain, selon les mots de son avocat Thierry Moser, la décision de non-lieu prononcée en février 1993 en conclut à l'absence de toute charge constitue une véritable réhabilitation de sa cliente, présentée à tort à l'opinion publique comme une mère infanticide par une partie de la presse de 1985 à 1993. La décision prononcée en 1993 par la Cour d'appel de Dijon détruit une à une les 25 charges qui, en 1986, avaient été prétendument réunies à son encontre par Jean-Michel Lambert et avaient abouti à son renvoi devant la Cour d'assises des Vosges.
La décision de 93 et l'instruction qui l'a précédée entre 1987 et 1992 mettent en évidence que chacune des 25 charges énumérées 7 ans plus tôt par les magistrats de Nancy procédait d'investigation incomplète ou d'extrapolation très fragile. Elle tire la conclusion que la participation de Christine Villemain à l'assassinat de son fils est en l'état invraisemblable, voire impossible. En juin 2017, lors de la mise en examen de Jacqueline et Marcel Jacob, la thèse privilégiée des enquêteurs de la gendarmerie et du parquet général de la cour d'appel de Dijon demeure bâtie sur la participation de Bernard Laroche au rapt, celle-ci étant supposée avoir été suivie du relais par une seconde équipe familiale à laquelle Laroche aurait remis l'enfant et qui, elle, l'aurait jeté dans la Vologne après une possible séquestration. Toutefois, les circonstances exactes du crime comme les intentions initiales de ses auteurs ou commanditaires demeurent obscures. La participation au crime des époux Jacob semble reposer à ce stade sur des soupçons et non des éléments de preuve tangibles. À ce titre, le témoignage en 2017 de Patrick F., cousin de Muriel Boll, soutient certes la possible participation de Bernard Laroche à l'enlèvement de l'enfant, mais nullement celle des époux Jacob. Une nouvelle expertise stylométrique diligentée par des experts suisses désigne Jacqueline Jacob avec une forte probabilité comme étant l'autrice de la lettre de revendication du meurtre de Grégory Villemain. L'avocat des époux Villemain accueille cependant avec beaucoup de prudence les conclusions du rapport suisse. En ce qui concerne les autres pistes, les gendarmes supputent sans la moindre preuve qu'un des fils d'Albert et Monique Villemain a joué un rôle, tel Michel, illettré, que Monique Villemain défend en toutes circonstances au point qu'Albert, sous la coupe de son épouse, souhaite même se séparer d'elle à cause de son parti pris pour son fils Michel. Michel a potentiellement ralenti les recherches visant à localiser son épouse Ginette une fois la disparition de Grégory constatée, et Ginette a peut-être un rôle au sein de l'organisation liée au meurtre de Grégory. Dès le 19 octobre 1984, une foraine est entendue 3 fois sur un événement qui se passe sur un parking d'un supermarché de Bruyères où elle tient une baraque à frites. Elle a entendu une conversation entre 3 jeunes gens, 2 hommes dont un moustachu et une femme, le 13 octobre 1984, soit 3 jours avant la mort du petit Grégory. Le plus grand, dit-elle, a dit « Oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Il commence à nous emmerder. Il commence à nous faire chier sérieusement. Puis, le Titi, si je le prends, et plus doucement, si je le prends, je le fous à la Vologne. Tu peux être sûr que je le fais. » La piste du complot vite abandonnée ressurgit en complot familial à partir de 2017. L'affaire peut être considérée comme un exemple de la guerre des polices. L'enquête est menée jusqu'en février 85 par le capitaine Étienne Sesma, qui commande la compagnie de gendarmerie départementale d'Épinal et croit en la culpabilité de Bernard Laroche. Le juge d'instruction Jean-Michel Lambert, qui osera prétendre par la suite que les gendarmes l'avaient trahi, confie l'enquête le 20 février 85 au service régional de la police judiciaire de Nancy, dirigé par le commissaire Jacques Corazzi, qui met en cause Christine Villemain. Concernant la gendarmerie, on observe en son sein une rivalité entre services. Par exemple, le major Gillet, responsable de la brigade de recherche de la gendarmerie d'Épinal, se montre perplexe sur les investigations de ses collègues de la gendarmerie départementale et confirme son scepticisme au sujet de l'audition de Muriel lors d'un interrogatoire mené par le juge Maurice Simon le 8 décembre 88. Il déclare « Bernard Laroche a été inculpé, et l'a été à mon avis, sur le fondement insensé des déclarations de Muriel Boll reçues, vous le savez, par les gendarmes de la brigade de Bruyères et non par nous, brigade de recherche spécialisée. Je pense que cette base d'inculpation de Bernard Laroche n'est pas d'une solidité à toute épreuve compte tenu de l'âge de Muriel Boll et de ses facultés intellectuelles, à mon avis, relativement limitées. »
Intéressons-nous maintenant à la presse. Le procureur Lecomte rédige un rapport sur le comportement de celle-ci qu'il transmet au procureur général de Nancy puis au ministre de la Justice. Le magistrat y dresse la liste des difficultés occasionnées aux enquêteurs par les reporters qui ont, selon lui, exercé une pression constante sur les gendarmes et entravé leur travail sur le terrain. L'ancienne journaliste d'Europe 1, Laurence Lacour, a dénoncé, preuve à l'appui, l'incroyable dérive médiatique dont avait pris l'initiative le fait-diversier Jean-Michel Bézina et son épouse Marie-France Lefebvre, lesquels ont, pendant longtemps, cherché et partiellement réussi à imposer la thèse propre à tenir constamment éveillé l'intérêt de leur public de la mère infanticide. Ils avaient en effet à leur disposition RTL, la radio la plus écoutée dans l'Est de la France, et 7 autres médias nationaux auxquels ils collaboraient simultanément, en partie sous des noms d'emprunt, multipliant au sujet de l'affaire des articles mal écrits, sournois, répétitifs car fabriqués à la chaîne, marqués par le souci de nuire selon elle. Quelques années plus tard, Marie-France Lefebvre n'hésitera pas à poursuivre en justice les époux Villemain auxquels elle reprochait d'avoir présenté son mari et elle-même comme des journalistes ayant oublié leur mission d'information dans un but personnel et également dans un but lucratif selon eux, mais elle sera déboutée de sa plainte en diffamation. Lorsque l'enquête échoua au SRPJ de Nancy, les accusations contre la mère sont relayées principalement par le réseau de Bézina, ami du commissaire Corazzi, ce que ce dernier a essayé de démentir sans réussir à convaincre. Il dira « L'histoire du journaliste qui entraîne tout le monde derrière lui, c'est faux ». Laurence Lacour reconnaît de son côté qu'une histoire d'amour est née entre elle et le président de la chambre d'accusation de Dijon qui avait repris l'affaire à partir de mai 1985 et dit avoir passé 4 années aux côtés de Maurice Simon, des moments de grande humanité. Avec le recul du temps, Denis Robert, à l'époque envoyé de Libération, considère l'affaire comme ce qu'il y a de pire dans tous les dysfonctionnements de l'appareil médiatico-judiciaire. Le même ne manque pas de signaler par ailleurs la formidable activité économique à laquelle elle a donné lieu durant une bonne dizaine d'années. Philippe Géchou et Patrick Gless, pigistes et photographes de la Liberté de l'Est, ont assisté au repêchage du corps de Grégory par les pompiers. La photo prise par le second d'un pompier encordé tenant dans ses bras l'enfant vêtu d'un anorak bleu, d'un pantalon velours vert foncé et d'un bonnet de laine rayé de blanc et bleu rabattu sur son visage est publiée dans la presse le lendemain. Elle marque l'opinion publique et attire de nombreux journalistes qui, désireux de se révéler plus rapides et perspicaces que leurs concurrents, vont accuser successivement les différents protagonistes. Le clivage se retrouve aussi dans la concurrence traditionnelle entre médias tels RTL et Europe 1 ou encore l'Est républicain de Nancy dont l'un des journalistes, Lionel Roux, était très hostile à Christine Villemain et le républicain lorrain, son rival de Metz, beaucoup plus objectif. Marguerite Duras, dans un article publié le 17 juillet 1985 par Libération et intitulé « Sublime, forcément sublime Christine V », présente Christine Villemain comme une mère infanticide tout en la justifiant d'avoir pu commettre un tel geste. Le ton de ce texte littéraire, que certains iront jusqu'à qualifier de délirant, suscitera, comme nombre de ses productions, de vives critiques contre son auteur. Le tournage en 2005, puis la diffusion entre le 28 et le 30 octobre 2006 sur France 3 du téléfilm L'affaire Villemain sur un scénario de Pascal Bonitzer et Raoul Peck et réalisé par celui-ci, relance la polémique médiatique. Il se fonde notamment sur 2 livres consacrés à l'affaire. Le 16 octobre de Jean-Marie et Christine Villemain, écrit avec la collaboration de Laurent Beccaria, et Le bûcher des innocents de Laurence Lacour, qui observe que l'affaire a suscité chez les journalistes une certaine prise de conscience des écueils possibles dans le traitement des faits divers. La mini-série comporte 6 épisodes de 52 minutes et met en scène les journalistes et enquêteurs divisés en 2 camps, l'un s'efforçant de faire porter les soupçons sur Bernard Laroche et l'autre sur Christine Villemain. En 2014, près de 3000 articles de presse, une cinquantaine de travaux universitaires, un téléfilm et une quinzaine d'ouvrages, récits, romans ou souvenirs de protagonistes avaient traité de l'affaire.
Les époux Villemain ont été constamment harcelés par les journalistes et les photographes à l'époque des faits, et Grégory présenté dans la presse comme l'enfant sacrifié à la terrible jalousie familiale. Les journaux à sensation, précédés par les policiers du SRPJ de Nancy, placés sous le commandement de Jacques Corazzi, iront même jusqu'à prêter à Christine Villemain une liaison extra-conjugale avec Bernard Laroche, dont Grégory aurait été le fils adultérin. Avec la relance de l'affaire, en 2017, une certaine presse retombe dans ses anciens travers. C'est le cas par exemple pour le magazine Le Nouveau Détective, qui se voit condamné pour atteinte à la présomption d'innocence de Marcel Jacob. Sur les réseaux sociaux, des enquêteurs amateurs se passionnent pour cette affaire criminelle non résolue. Certains vont jusqu'à contacter les familles des victimes et ont recours à tous les moyens pour se procurer des éléments de l'enquête. L'un d'eux, qui accusait sans répit sur divers forums de discussion Christine Villemain d'avoir tué son fils et vilipendé les magistrats ayant rendu le non-lieu dont elle a bénéficié en 1993, a même été condamné en février 2018 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour avoir publié en accès public sur Facebook des commentaires orduriers à l'égard du procureur général de Dijon, Jean-Jacques Bosc. En effet, à en croire cet internaute, un ancien dessinateur industriel âgé de 62 ans l'a justice ment à l'opinion publique et aux Français. À l'Épanche-sur-Vologne, la tension provoquée par l'affaire demeure importante. Le 24 juillet 2018, le propriétaire de l'ancienne maison des Villemain abat un drone qui survole sa propriété pour le compte de l'entreprise Netflix, cette dernière préparant un documentaire sur l'assassinat de Grégory. L'incident déclenche une enquête de la brigade des transports aériens de Strasbourg. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.